Accrochez-vous, car ce que vous allez entendre risque de tout changer. Vladimir Poutine a livré le 24 février 2025 une interview explosive dans laquelle il démonte Zelensky, tacle l'Europe et expose le vrai jeu de Trump. Sans langue de bois, il révèle les coulisses du conflit en Ukraine, les erreurs fatales du régime de Kiev et les stratégies secrètes des grandes puissances. Pourquoi l'Occident panique-t-il après ces déclarations? Quel avenir pour l'Ukraine et l'équilibre mondial? Et surtout, quel rôle joue réellement Trump dans cette équation? Préparez-vous à une analyse qui va faire trembler les certitudes. Regardez jusqu'au bout et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Avant de commencer, je vous invite à liker la vidéo, la partager au maximum pour booster sa visibilité. Merci infiniment pour votre précieux engagement. Allons-y. Vladimir Vladimirovitch, nous venons d'assister à votre réunion sur les métaux des terres rares. Excusez-moi, mais je pense qu'en ce moment, tous les journalistes du monde s'intéressent aux métaux des terres rares, mais sous un angle légèrement différent. En effet, les États-Unis, pour le dire très délicatement, insistent fortement pour que Zelensky signe un accord avec eux concernant ses ressources, en guise de paiement pour l'aide fournie à l'Ukraine par l'ancienne administration, l'administration Biden. Comment évaluez-vous les perspectives d'un tel accord ? Cela ne nous concerne pas. Je ne l'évalue en aucune manière et je ne veux même pas y réfléchir. Bien sûr, il serait pertinent d'évaluer ces ressources, leur existence réelle, leur quantité, leur valeur, etc. Mais, je le répète, ce n'est pas notre affaire. Notre affaire, c'est ce que nous avons discuté lors de la réunion d'aujourd'hui. Les métaux rares et les métaux des terres rares sont des éléments extrêmement importants, des ressources essentielles pour les secteurs économiques modernes. Jusqu'à présent, nous avons fait peu d'efforts dans cette direction, mais nous devons en faire davantage. L'objectif de la réunion d'aujourd'hui est justement de concentrer, dans un premier temps, les ressources administratives pour travailler dans ce domaine. D'ailleurs, nous serions prêts à proposer une coopération à nos partenaires américains et lorsque je dis partenaires, je ne parle pas uniquement des structures administratives et gouvernementales, mais aussi des entreprises si elles manifestaient de l'intérêt pour un travail conjoint. Il est important de souligner que nous disposons, sans aucun doute, d'une quantité bien plus importante de ces ressources que l'Ukraine. Et je tiens à insister sur ce point. La Russie figure parmi les leaders incontestés en matière de réserve de métaux rares et de terres rares. Nous en avons dans le nord, à Mourmansk, dans le Caucase, en Kabardino-Balkarie, en Extrême-Orient, dans la région d'Irkoutsk, en Yakoutie et en Touva. Ce sont des investissements très lourds en capital, des projets nécessitant d'importants investissements. Nous serions ravis de collaborer avec n'importe quel partenaire étranger, y compris les Américains. D'ailleurs, en ce qui concerne les nouveaux territoires, c'est la même chose. Nous sommes prêts à attirer des partenaires étrangers. Sur nos nouveaux territoires historiques, qui ont réintégré la Fédération de Russie, il existe également certaines réserves. Nous sommes prêts à travailler avec nos partenaires étrangers, y compris américains, aussi dans ces régions. Même dans les nouvelles régions? Oui, bien sûr. Ces derniers jours, nous assistons à une avalanche de déclarations et de discussions, et tout le monde parle de Trump, notamment de la manière dont il insiste fermement pour que Zelensky organise des élections et du fait qu'il affirme que son taux de popularité est de 4%. Les Européens critiquent sévèrement toutes ces déclarations de Trump. D'ailleurs, certains considèrent déjà que l'approche actuelle du président des États-Unis joue plutôt en faveur de la Russie. Qu'en pensez-vous? Est-ce vraiment le cas? Je pense que ce n'est absolument pas le cas. J'ai sur cette question un point de vue qui est totalement opposé à celui que vous venez d'exposer. En réalité, l'actuel dirigeant du régime de Kiev devient une figure toxique pour les forces armées ukrainiennes car il donne des ordres absurdes, non pas motivés par des considérations militaires, mais par des considérations politiques dont les fondements sont d'ailleurs difficiles à comprendre. Et cela entraîne des pertes excessives, pour ne pas dire extrêmement lourdes, voire catastrophiques pour l'armée ukrainienne. Il devient également toxique pour la société dans son ensemble. D'ailleurs, cela s'est reflété dans le vote d'aujourd'hui à la Rada, Parlement ukrainien, concernant la prolongation de son mandat. Enfin, il s'est lui-même enfermé dans une impasse avec son décret interdisant toute négociation avec la Fédération de Russie en vue d'un traité de paix. Il a interrompu ces négociations. Pourquoi? Parce qu'il cherche à les éviter. Pourquoi? Parce que si ces négociations commençaient, tôt ou tard et très probablement assez rapidement, il deviendrait nécessaire de lever la loi martiale. Et dès que cela arriverait, il faudrait immédiatement organiser des élections. Aujourd'hui,
Les élections n'ont pas lieu en Ukraine sous le prétexte de l'état de guerre. Mais si des négociations sont engagées et qu'une levée rapide de la loi martiale devient une nécessité, alors les élections deviendraient inévitables. Et c'est là que réside le véritable problème pour l'actuel chef du régime. Car en réalité, peu importe qu'il ait 4% d'opinion favorable ou un autre chiffre. Ce qui importe, c'est que, selon nos données, qui sont objectives, son taux de popularité est exactement 2 fois inférieur à celui de son principal adversaire politique potentiel. Il s'agit de M. Zaloujny, l'ancien commandant en chef des forces armées ukrainiennes, qui a été exilé à Londres et dont la cote de popularité est 2 fois plus élevée que celle de Zelensky. Et si l'on ajoute à cela un éventuel soutien de ce candidat par d'autres figures politiques, notamment d'anciens premiers ministres ou d'anciens présidents, alors les chances de l'actuel chef du régime de remporter les élections sont absolument nulles. Elles sont égales à 0. Sauf, bien sûr, en cas de manipulation grossière des résultats, mais ce serait alors bien trop visible. C'est pourquoi il est devenu un facteur de désintégration, aussi bien pour l'armée que pour la société et l'État lui-même. Le président américain en exercice, Donald Trump, comprend certainement cela et le pousse vers des élections. À mon avis, son objectif est le suivant. Il veut assainir la situation politique en Ukraine, consolider la société, créer les conditions de survie de l'État ukrainien. Et, au final, cela ne bénéficie pas tant à la Russie. Notre conflit est avec le régime en place qu'à l'Ukraine elle-même. Par ailleurs, le président américain actuel a déclaré qu'il voulait obtenir la paix. D'ailleurs, nous aussi, et ce, le plus rapidement possible. Or, l'actuel chef du régime est un obstacle à la réalisation de cet objectif. Voilà pourquoi, à mon avis, le président des États-Unis adopte cette position. Elle n'a rien à voir avec les intérêts de la Russie, elle vise plutôt à préserver l'État ukrainien. Et nous n'avons aucune objection à cela. Bien sûr, nous préférions que ce territoire ne soit pas utilisé comme une base pour attaquer la Fédération de Russie, qu'il ne serve pas de plateforme hostile à notre pays et qu'il devienne finalement un État voisin ami. Chaque jour, nous entendons de nombreuses déclarations de Trump, toutes plus variées les unes que les autres. Vous l'avez rencontré à plusieurs reprises et vous avez récemment eu une conversation téléphonique avec lui. Agit-il sous le coup de l'émotion? Bien sûr que non. Certes, l'actuel dirigeant du régime de Kiev donne des raisons d'exprimer certaines émotions. Mais ce que je viens d'expliquer montre clairement que les actions de Trump sont basées non pas sur l'émotion, mais sur un calcul froid et une approche rationnelle de la situation. Paradoxalement, nous aurions même eu intérêt à ce que Zelensky reste en poste et continue à affaiblir le régime avec lequel nous sommes en conflit armé. Mais du point de vue du renforcement de l'État ukrainien, il faudrait manifestement agir avec plus d'énergie et dans une direction totalement différente, en amenant au pouvoir des personnes jouissant de la confiance du peuple ukrainien. Selon vous, les Européens comprennent-ils réellement les enjeux actuels autour de l'Ukraine? Il faudrait leur poser la question. Mais à en juger par leurs actions, il me semble qu'ils ne comprennent pas très bien. Cependant, le problème ne se limite pas à cela. Contrairement au président nouvellement élu des États-Unis, les dirigeants politiques européens sont étroitement liés au régime actuel en Ukraine. Ils sont engagés à ses côtés, ils ont trop parlé, trop promis, et, pardonnez-moi l'expression, il leur est aujourd'hui très difficile, voire pratiquement impossible, de faire marche arrière sans perdre la face. Et étant donné qu'ils traversent actuellement une période politique intérieure délicate, avec des élections, des réélections, des difficultés dans les parlements, etc., il leur est presque impossible de modifier leur position. À l'inverse, le président américain nouvellement élu n'est pas entravé par ses engagements. Il est libre de ces chaînes qui empêchent d'aller de l'avant et de travailler à la résolution du conflit. De plus, il est probablement de nature à agir de manière directe et sans trop de retenue. Il se trouve dans une position unique. Il ne se contente pas de dire ce qu'il pense, il dit ce qu'il veut. Et après tout, c'est un privilège qui appartient aux dirigeants des grandes puissances. Il y a quelques jours à Saint-Pétersbourg, je vous ai demandé si tout le monde voulait avoir une voix dans les négociations russo-américaines. Mais les Européens continuent d'insister, exigeant un droit de regard sur les négociations autour de l'Ukraine. Comment percevez-vous cela? Je ne vois rien de mal à cela. Mais personne ne peut rien exiger, surtout pas de la Russie. Qu'ils exigent cela de quelqu'un d'autre. Pendant des siècles, ils ont imposé leurs exigences à leurs vassaux. Maintenant, ce sont eux qui doivent faire face à des exigences.
Il ferait mieux de réfléchir chez eux à comment ils en sont arrivés là. Mais leur participation au processus de négociation, bien entendu, souhaitable. Nous ne l'avons jamais refusé. Nous avons mené des discussions constantes avec eux. C'est eux-mêmes qui, à un moment donné, sous prétexte d'infliger une défaite militaire à la Russie, ont rompu le contact. S'ils veulent revenir, qu'ils reviennent. J'ai vu les réactions à notre conversation téléphonique avec le président américain et à la réunion de haut niveau à Riyad. Ces réactions étaient très émotionnelles et dépourvues de sens pratique. Pourquoi ? Parce que pour résoudre des questions complexes et sensibles, y compris sur l'Ukraine, la Russie et les États-Unis doivent d'abord franchir une première étape. En quoi consiste-t-elle ? Cette première étape doit viser à renforcer la confiance entre nos deux pays. C'est précisément ce que nous avons fait à Riyad, et c'est ce qui guidera les futurs contacts de haut niveau. Sans cette confiance, aucun problème, y compris la crise ukrainienne, ne peut être résolu. Mais quel est le rôle des Européens ici ? Il s'agit avant tout des relations bilatérales entre la Russie et les États-Unis. Que viendrait-il faire là-dedans ? Lors de notre conversation téléphonique et de la réunion de Riyad, la question de l'Ukraine a bien sûr été évoquée, mais elle n'a pas été discutée en profondeur. Nous avons seulement convenu d'y venir plus tard. Dans ce cadre, nous ne refusons pas la participation des pays européens. Je tiens à souligner que nous respectons également la position de nos amis des BRICS, qui ont formé un groupe en faveur de la paix. J'ai justement parlé aujourd'hui avec le président de la République populaire de Chine, et nous avons discuté de cela. Il m'a informé que le groupe des Amis de la paix se réunira bientôt à New York pour aborder cette question. Nous ne faisons pas que saluer ces initiatives, nous sommes reconnaissants envers tous nos partenaires qui s'efforcent d'instaurer la paix. Ce n'est donc pas seulement aux Européens, mais aussi à d'autres pays de jouer un rôle. Nous y sommes favorables. J'aimerais vous demander de commenter quelques déclarations supplémentaires de Trump, qui, comme je l'ai dit, sont très nombreuses. Mais pas toutes, d'accord ? Pas toutes. Par exemple, il a déclaré qu'il voulait proposer à vous et aux dirigeants chinois de réduire de moitié les budgets de la défense. Que pensez-vous de cette idée ? Je sais, et je peux deviner sur quoi cela repose. Probablement sur les calculs d'un centre de recherche britannique qui a estimé les dépenses de défense en parité de pouvoir d'achat. L'année dernière, les États-Unis ont dépensé environ 968 milliards de dollars. Si l'on additionne les dépenses russes et chinoises, on obtient des chiffres comparables. Mais d'abord, il faut vérifier ces calculs. Ceux du centre britannique peuvent être corrects, mais aussi inexacts ou complètement erronés. Il faut examiner cela. Deuxièmement, je ne peux pas commenter la réaction de la Chine. Il y a eu différentes approches de la part des Américains sur les armes stratégiques offensives et d'autres questions très sérieuses. C'est à la Chine d'en décider. Mais nous, avec les États-Unis, nous pourrions en discuter. Nous n'y sommes pas opposés. L'idée semble bonne. Si les États-Unis réduisent leur budget militaire de 50%, nous pourrions en faire de même. Et ensuite la Chine pourrait éventuellement rejoindre l'initiative. Nous pensons que la proposition est intéressante et nous sommes prêts à en discuter. Trump a également imposé des droits de douane de 25% sur l'importation d'acier et d'aluminium de tous les pays. Or, nous avons eu de bonnes relations commerciales avec les États-Unis sur l'aluminium. Que pensez-vous de cette politique commerciale ? Je ne souhaite pas commenter la politique commerciale des États-Unis. Depuis des années, elle est liée aux sanctions. Nous considérons ces sanctions comme illégales et nuisibles au commerce mondial et à l'économie. Elles nous portent préjudice, mais elles nuisent aussi à ceux qui les imposent. Quant aux droits de douane et aux taxes commerciales, chaque pays décide seul de ce qui lui est bénéfique ou non. Je peux comprendre la logique derrière cela. Rapatrier la production, créer des emplois, augmenter les recettes fiscales. Mais, à un moment donné, ces mesures entraînent des difficultés, comme la pression inflationniste et l'augmentation des coûts de production. Concernant l'aluminium, en 2017, la Russie fournissait environ 15% des importations américaines. Les États-Unis produisent environ 60% de leur aluminium et en importent 40%. Le principal fournisseur aujourd'hui est le Canada. Si les États-Unis décidaient de rouvrir leur marché aux producteurs russes, nous pourrions vendre environ 2 millions de tonnes sur leur marché. Cela ne perturberait pas les prix, mais contribuerait à leur stabilisation. Mais surtout, nous pourrions envisager une coopération avec les entreprises américaines. Par exemple, en Sibérie, notamment dans la région de Krasnoïarsk,
Il existait déjà à l'époque soviétique des plans de construction d'une nouvelle centrale hydroélectrique et d'installation de production d'aluminium. L'aluminium dépend avant tout de l'énergie et l'hydroélectricité est à la fois bon marché et écologique. Ces projets existent depuis longtemps. Leur coût est élevé, environ 15 milliards de dollars au prix actuel. Mais nous pouvons y réfléchir. Aujourd'hui, la politique de l'administration américaine vise à relocaliser la production aux États-Unis. Mais si des entreprises américaines travaillaient en Russie, elles en bénéficieraient aussi. Elles réaliseraient des bénéfices importants et l'aluminium serait disponible sur le marché intérieur à des prix concurrentiels. C'est une piste à explorer, tout comme une coopération dans les métaux rares et d'autres domaines, y compris l'énergie. D'ailleurs, il y a quelques minutes, une nouvelle est tombée des États-Unis. Trump a déclaré que les États-Unis et la Russie discutaient de grands projets économiques dans le cadre des négociations sur l'Ukraine. Oui, certaines de nos entreprises sont en contact et discutent de tels projets. Merci beaucoup. Merci. Cette interview de Vladimir Poutine change-t-elle la donne? Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de la partager et de laisser vos commentaires. Les révélations sur l'Ukraine, l'Europe et Trump ouvrent un débat explosif. Selon vous, l'Occident va-t-il ajuster sa stratégie ou persister dans l'impasse? Trump peut-il réellement influencer l'issue de ce conflit? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vos analyses sont précieuses, alors débattons ensemble. Merci à tous pour votre engagement, vos likes et vos partages. Vous êtes la force de cette communauté. Si ce contenu vous a plu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle analyse alerte.